Bonjour les élèves, après avoir traité dans une première vidéo la partie cinétique de cet exercice 1, Bac S 2013, on va s'intéresser aujourd'hui à la partie acide-base de cet exercice. Alors, je vous laisse faire une petite pause et prendre le temps de lire l'énoncé principal. Première question, on nous dit que dans notre mignon petit estomac se trouve un vilain acide chlorhydrique, que c'est un acide fort et on nous demande de calculer le pH de ce milieu. Avant de répondre à cette question, un petit rappel de cours s'impose. En classe de seconde, on définit l'acidité d'une solution à travers une grandeur qu'on appelle pH. Si le pH d'une solution est inférieur à 7, on dit que cette solution est acide. S'il est plus grand que 7, on dit qu'elle est basique. La frontière entre un acide et une base correspond à une solution neutre de pH 7. En terminale S, on voit une définition un peu plus complexe et un peu plus précise. Un acide, selon Brønsted et Lowry, c'est une espèce chimique susceptible de fournir au moins un proton. Il lui est associé une base dite conjuguée, qui elle est une espèce chimique capable de capter au moins un proton. L'acide et sa base conjuguée forment un couple, qui est caractérisé par une constante d'acidité Ka, qui dépend des concentrations de l'acide, de la base et de l'ion oxonium. On utilise aussi souvent l'inverse du log de cette grandeur, qu'on appelle le pKa. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction acido-basique? Pour faire court, on a des acides qui veulent perdre des protons et on a des bases qui veulent gagner des protons. Il suffit de mettre l'acide d'un couple en présence de la base d'un autre couple et tout le monde est content. Par exemple, si je prends le couple acide éthanoïque ion éthanoate et le couple H3O plus H2O, on voit bien que l'acide éthanoïque va pouvoir se transformer en ion éthanoate en libérant un proton. Ce proton, la base H2O est bien content de le trouver pour se transformer en ion oxonium. On obtient donc deux demi-équations. On peut les additionner membre à membre en faisant bien attention qu'il y ait le même nombre de protons dans chaque demi-équation. Et on obtient la réaction acido-basique suivante, qui correspond à une solution d'acide éthanoïque. À remarquer qu'on a une double flèche, qui veut dire que cette réaction correspond à un équilibre chimique, ce qui signifie que les quatre espèces chimiques de la réaction sont présentes. Autre remarque, on voit que dans cet exemple, l'eau joue le rôle d'une base. L'eau peut aussi se comporter en acide dans le couple H2O HO-. C'est ce qu'on appelle un ampholyte. Dans la question, on nous dit que l'acide chlorhydrique c'est un acide fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un acide fort ou une base forte, ce sont des espèces chimiques qui réagissent totalement avec l'eau. Si on prend l'acide chlorhydrique qui est cité dans l'exercice, les deux couples sont HCl, Cl- et H3O plus H2O. La réaction acido-basique correspond à la dissolution du chlorure d'hydrogène, et c'est une réaction qui est totale. Ici, on met une seule flèche. On obtient une solution d'acide chlorhydrique. Bon, par opposition, l'acide faible et la base faible, ce sont les espèces qui ne réagissent pas totalement avec l'eau, qui conduisent à des équilibres chimiques. Alors, revenons à notre question. Si l'acide chlorhydrique est un acide fort, ça veut dire que sa réaction avec l'eau est totale. Je fais un petit tableau d'avancement pour avoir les idées plus claires, mais on peut faire plus court dans la correction. Pour un nombre initial n égale CV de mol de chlorure d'hydrogène, on voit très rapidement que si la réaction est totale, on aura un nombre n égale CV de mol d'oxonium formé. Dans ces conditions, on voit qu'en fin de réaction, la concentration en ion oxonium est H3O+ égale nombre de moles sur le volume. Ça se simplifie, H3O+ égale C. Par conséquent, pH égale moins log de H3O+, ça fait pH égale moins log de C. On remplace, on trouve pH égale 2. Bon, on peut aller plus vite, hein. On peut directement dire qu'on sait d'après le cours que pour un acide fort, pH égale moins log de C. On fait le calcul et on donne le résultat directement. Question suivante. À ce pH, quelle espèce chimique du couple NH4 plus NH3 prédomine? Justifiez la réponse. Donc on est à pH 2. Alors on va faire un petit rappel de cours sur les diagrammes de prédominance. On a une formule dans le cours qui relie le pH au pKa. On peut l'utiliser tel quel, hein. Ça se démontre assez facilement, il suffit de partir de la formule du Ka, de prendre le log, et très rapidement on établit cette formule.
On l'écrit sous une forme légèrement différente, pH moins pKa égale log de B sur A. Trois possibilités. Si pH égale pKa, bien rapidement on voit que log de B sur A égale 0, il faut donc que B sur A égale 1, soit une concentration de la forme acide égale à la concentration de la forme basique. Si le pH est plus grand que le pKa, cette fois-ci le log il est supérieur à 0, il faut alors que la concentration de A soit plus petite que la concentration de B. On dit que la forme basique est prédominante. Si pH est plus petit que pKa, c'est le contraire, le log est négatif, il faut donc que A soit supérieur à B, c'est la forme acide qui est prédominante. De là, on peut tracer le diagramme, la forme acide étant bien sûr NH4+, et la forme basique NH3. On obtient, le pKa c'est 9,2 d'après l'énoncé, on voit qu'à pH égale 2, on est dans la situation où c'est inférieur au pKa, donc c'est la forme acide, NH4+, qui prédomine. Question suivante. Alors on nous dit que la bactérie Helicobacter pylori, responsable des ulcères, sécrète de l'ammoniac suivant la réaction qu'on a étudiée dans la partie 1 de l'exercice. Conséquence, dans son environnement proche, il y a beaucoup d'ammoniac et on demande l'influence de cette sécrétion d'ammoniac sur le pH autour d'elle. Alors, cet ammoniac réagit avec les ions oxonium suivant cette équation. Attention, c'est un équilibre chimique, ça veut dire que les 4 espèces sont toujours présentes. Malgré tout, une partie de cet ammoniac va réagir avec des ions oxonium. Ces ions oxonium étant en partie consommés, leur concentration va diminuer au voisinage de la bactérie. Si cette concentration diminue, eh bien forcément, le pH va augmenter localement autour de cette bactérie. Dernière question. On nous dit que l'uréase n'est pas toute seule. Et on nous demande en quoi le document 2 illustre-t-il le fait que l'uréase seule ne peut pas agir dans l'estomac. Alors c'est une question qui fait référence à la partie 1 de l'exercice concernant la cinétique qui est traitée dans une vidéo précédente. Dans cette première partie, on apprend que l'uréase est un catalyseur enzymatique qui accélère la réaction qui produit de l'ammoniac. Le document 2, c'est une courbe qui nous donne l'activité relative en pourcentage de l'uréase en fonction du pH. Dans l'estomac, on sait que le pH il est voisin de 2. On voit que pour cette valeur, l'activité relative de l'uréase est nulle. Du coup, s'il n'y avait que l'uréase, à pH 2, son activité étant nulle, elle ne pourrait pas catalyser la réaction dans l'estomac. Il y a donc forcément d'autres entités chimiques qui permettent de catalyser la réaction. Bon voilà, on a fini de corriger tout cet exercice, ça nous a pris du temps, mais... Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est... Merci, monsieur Brassens, je connais la suite. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Oh, je vous en prie, je ne suis pas encore grand-père. Enfin, j'espère. Voilà, c'est fini, bonne révision.